J'ai dit, tu sais, Il faut le faire. marre d'être à Paris, je retourne à Lyon et je vais monter ma boîte. Tu es en train de nous dire qu'en 48 heures... Recruter, intégrer, fidéliser. Ah, voilà. Comment tu peux grandir sans grossir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. C'est un nouveau numéro de Dixit. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle supply chain, on parle système d'information, on parle digitalisation des entreprises. Et aujourd'hui, celui qui va nous prêter de son temps, quelque part, c'est le patron de HRC, Hervé Clarin. Bonjour Hervé, sois le bienvenu sur ce plateau. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue à la maison. Tu vois, ça ressemble un peu à la maison, tu vois. Complètement. Je le disais, aujourd'hui, on va parler toutes ces données qui hantent nos dîners de potes. On parle de numérisation, on parle de digitalisation, on parle de supply chain. Mais avant ça, faisons l'amitié aux gens qui nous regardent de te découvrir un peu mieux. Quel est ton parcours d'homme jusqu'à aujourd'hui? Parcours d'homme. Eh bien, écoute, moi, je suis quelqu'un qui vient de la région lyonnaise. D'accord. Plus précisément du 42, c'est important. Quand tu es de Lyon... C'est Loire, ça. Complètement. Tu vois où je veux en venir? 42, Lyon, voilà. Donc, je suis un jeune du 42. Ouais. J'ai fait tout mon cursus dans la région Rhône-Alpes. D'accord. Et j'ai ensuite fait le choix d'aller commencer ma carrière professionnelle à Paris. D'accord. Dans le conseil des systèmes d'information. D'accord. Voilà. Donc, entre Lyon et Saint-Étienne. Écoute, je suis pour le lourd rugby, mais je suis pour la SSE. Ouais. Quelles ont été les étapes, on va dire, professionnelles qui ont jalonné ta vie jusqu'à arriver aujourd'hui patron de HRC? Alors, je voulais tout sauf être chef d'entreprise. Ok. D'accord. D'accord. Donc, tu te destinais à quoi plutôt? Métier dans l'informatique, mais pas forcément chef d'entreprise. Parce qu'il y a toujours une histoire, qu'on vit l'histoire avec sa famille, forcément, quand tu es dans des petits villages de campagne. Hein, j'étais longtemps dans le Saône-et-Loire, dans l'Ain. C'est des bleds de 1400, 4000 habitants, donc des petites villes. Lyon, c'était la grande ville chez nous, où on a fait nos études supérieures. Et en fait, quand j'ai commencé dans ce petit monde de petites villes comme le mien, donc c'est très copain, c'est très amical. D'accord. Même si j'ai fait le choix très vite, parce que j'avais pas trop le choix dans les années 96 de partir sur Paris pour rentrer dans la vie professionnelle. Un peu comme un artiste, on monte à Paris pour saisir sa chance. Voilà. Alors, dans l'informatique, ce qu'il faut juste voir, c'est que 96, c'était pas la bonne période. On a parlé de récession à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était compliqué d'avoir fait le choix d'études dans l'informatique. Et de se retrouver un petit peu bloqué en termes de sortie d'école et de premier job. Ouais, je suis parti à Paris et là, j'ai rencontré une boîte après maintes stages ou stages de pré-emploi. Je suis arrivé chez Unilog. C'était en 96 et là, pendant 15 ans, j'ai jamais fait le même métier. D'accord. Et j'ai appris à devenir manager. Et donc ensuite à être livré à moi-même pour porter mes idées et mes convictions. Tu es resté combien de temps? Alors chez Unilog, ça a été de 1996 à 2008. Ah oui, donc un bon gros passage quand même. Exactement. Tu as fait tous les métiers à peu près, tu as appris de ces métiers? Alors, j'ai appris. Alors déjà, il faut se rendre compte que j'étais peut-être un des rares à être sorti d'un cursus de formation informatique, DUT informatique. Je suis passé après par la faculté Lyon-Ladois à Lyon, donc plutôt, on va dire ce que ça s'appelle master maintenant, c'est un petit peu changé. C'est un master. Donc moi j'ai fait une MIAGE informatique, donc plutôt liée à la gestion. Et en fait, en partant dans ces canaux-là, je suis arrivé chez Unilog et j'ai dû faire 6 mois de développement informatique. Parce que la force même de cette boîte, c'était justement d'avoir une base de recrutement très large. Comme disait le patron Philippot, c'était plutôt d'avoir choisir des têtes bien faites que spécialisées et dédiées à l'informatique pour justement pouvoir les modéliser en fonction de l'évolution des différents métiers de l'entreprise. D'accord. De l'entreprise, donc on parle d'informatique, d'entreprise. En fait, très vite, tu te rends compte que l'informatique, c'est pas que le PC, le clavier, le code, c'est tout ce qui va tourner autour. Donc moi, j'ai fait très peu de développement. D'accord. Mais très vite, je suis allé sur des missions qui étaient plus centrées sur les métiers des clients. J'ai vécu la phase de la transformation à l'euro. J'ai vécu le passage à l'an 2000. Le bug de l'an 2000, le fameux. On le cherche toujours. Hein.
Donc voilà, c'est toutes ces aires-là. Et finalement, en fait, ça m'a appris à justement couvrir des postes et des responsabilités sur différents créneaux. Et donc, naturellement, ayant une appétence pour les échanges et les contacts humains, je suis très vite allé vers les clients à essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est de là où après, ça m'a donné une voie ouverte qui m'a emmené jusqu'à l'entrepreneuriat. D'accord. Et au montage de la société. Et du coup, quand tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas destiné forcément à devenir chef d'entreprise ou tout ça, mais comment tu as été à ce moment-là où il a fallu y aller? Il a fallu se confronter. T'avais peur. Est-ce que ça a été assez facile finalement pour toi, ou est-ce qu'il y a eu des revers que tu ne soupçonnais pas, et comment tu les as franchis? Des difficultés, t'en auras toujours dans n'importe quel job que tu prends. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre quand je dis ça, c'est que moi, je viens d'un milieu très modeste. Mes parents travaillaient à l'usine, pas forcément de diplôme outre mesure. Ils sont rentrés ensuite, quitter l'usine pour aller vers le commerce, donc épicier dans des petits villages dont je te parlais tout à l'heure. Donc, tu vois, moi, mes études, je me les suis payées. Je travaillais l'été pour me donner les moyens de m'offrir ça. Alors, j'ai toujours eu une vie très sympathique, ça n'a rien à voir. Mais ça m'a mis dans un contexte, si tu veux, on s'autorise pas à ce moment-là à se dire je serai un grand patron, un truc comme ça. Ben non, parce que quand tes parents sont commerçants, je peux comprendre. Ils travaillent pratiquement tous les jours. Mais quand tu as fini ton boulot, tu penses encore à ton boulot. Bien sûr. Tu n'as pas les inconvénients, les avantages d'un job qui peut être plus rythmé et sur lequel, quand j'ai fini mon job, j'ai fini mon job. Bien sûr. Je fais toujours le parallèle. Quand j'étais pompiste pendant les étés à la station, j'arrivais, je faisais mon job, je sortais, j'avais fini mon job. Et j'en parle plus. Quand tu rentres dans ces milieux-là, t'es toujours hanté. Je le vois aujourd'hui après le retour. C'est évident. Tu vas pas dire je suis en vacances et après c'est un problème plutôt à gérer toi, ton relationnel avec ta famille, bien sûr, pour arriver à segmenter ces choses-là. Bref, tout ça pour dire que je n'étais pas voué à aller là-dedans et je m'y suis retrouvé. Pourquoi ? Parce que c'est toujours des faits de circonstances. Quand j'ai quitté Unilog, je suis passé par un petit éditeur qui s'appelait Open Portal Software. Et de cet éditeur-là, il y a des vies, il y a des croissances externes. Tu vas rencontrer des gens. Et puis, j'ai vu des choses sortant d'une boîte qui était fortement structurée, qui était vraiment dans une dynamique de croissance, de développement, comme Unilog. Eh bien, j'avais des bases que je retrouvais pas chez ce petit éditeur. Et même si je me disais, tu vois, demain, je prendrai pas la responsabilité d'être moi-même patron d'un projet pour recruter ou autre, eh bien, il y a des choses qui m'ont tellement agacé, qui m'ont montré des limites de ce qu'on pouvait faire, alors que on pouvait, avec une approche différente, être constructif, collaboratif et emmener les gens avec toi. Et que ça m'a fait basculer. J'ai dit, tu sais, il faut le faire. Marre d'être à Paris, je retourne à Lyon et je vais monter ma boîte. Ok, ça se comprend. Voilà, ça c'est fait. Il fallait que tu aies tout ton truc. Ok. Bon, HRC, on y est. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si tu devais, sans être trop technique, expliquer, à un lycéen, un étudiant qui nous regarde, ce que tu fais tous les jours. En tout cas, ton ambition. Donc l'ambition d'HRC. Bien sûr. Donc là, on se remet en 2010. En 2010, l'informatique dans les entreprises. Donc quand je te parle des entreprises, on va dire je parle les grosses entreprises, celles du CAC 40. L'informatique est née, on va dire, dans les années 70, où ça s'est fortement développé. Donc, l'informatique a apporté la gestion de la donnée centralisée avec des ERP, logiciels de gestion intégrés. La mesure noire dont on parle tout le temps. Voilà, le leader européen, pour une fois, même s'il est en bataille avec Oracle, SAP est un incontournable, surtout dans le CAC 40. Bref, tous ces programmes de développement d'entreprise font que la donnée, le PGI, l'ERP est devenu central dans tout cela. Donc ça, c'est le cœur d'activité. Sauf que, entre les années 96, où j'ai commencé, comme je te le disais, 2000 et après, on est entré en pleine phase dans la massification des services informatiques. Oui, forcément, puisqu'on a commencé à appréhender l'outil, on l'a enrichi, on lui en montre de plus en plus. Et le problème, c'est que ça coûte. Et en parallèle de ça, le pouvoir des DSI, alors je vais pas rentrer dans la polémique, est-ce qu'il s'est réduit ou pas, ou en tout cas les DSI sont trouvés de plus en plus dans la phase 2 rattachés au DAF, directeur administratif. Ils ont été les personnes les plus importantes des boîtes pendant longtemps. Voilà, quand on a lancé cette informatique, mais très vite, le financier de l'entreprise, parce que ça coûtait cher, eh bien c'est revenu aux côtés d'un DAF qui gérait. Et un DAF qui gérait, qu'est-ce qu'il regardait ? Que tous ces services qu'on pouvait externaliser,
à ton propre pays, à ta localisation, eh bien, c'est les BPO, c'est la naissance de l'Inde, de l'outsourcing au sens propre. Donc, moi, j'ai vécu là-dedans la massification de ces services. D'accord. Et en fait, la conviction que je me suis rapidement faite, c'est que on fait plus de l'informatique pour les gens qui utilisent l'informatique dans les entreprises. Vas-y, je m'explique. Tu peux être, on va dire, allez, tiens, un groupe peu connu, Sanofi. Oh, oui. D'accord, petite société. Des petits bonhommes. Tout à fait. Donc, t'imagines tout ce que tu peux produire quand tu es dans le médicament. La question, c'est quoi le métier de Sanofi? Est-ce que c'est de faire de son système d'information une force, ou est-ce que son job, c'est de se concentrer sur sa réelle valeur ajoutée, à savoir le R&D, tous les médicaments qui vont aller avec, voire vaccins et ainsi de suite. Bien, moi, je suis convaincu que chacun son job. Eux, leur job, c'est celui-là. Et moi, mon job, c'est de ramener cet outil informatique à l'utilisation des utilisateurs sur les sites industriels ou dans les différentes fonctions support de l'entreprise. Et c'est de là qu'est né HRC. Cette volonté de redonner l'utilisation, la force du système d'information aux gens qui en ont besoin dans l'entreprise. Et de les recentrer sur leur métier premier. Voilà. Proximité. D'accord. Et qui dit proximité va donner aussi de l'expertise, c'est-à-dire arrêter de massifier et d'externaliser dans des pays low cost des services que l'on peut faire différemment tout en apportant une valeur. On l'a vu cette chose-là, c'est-à-dire il y a eu une grande tendance et une grande mode pendant un moment donné à délocaliser ces services-là parce qu'il y avait de la compétence ailleurs. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une fin de mode de ça ou on est plus sur un mode hybride aujourd'hui. D'accord, ok. Là encore hybride, on va pouvoir faire le parallèle avec l'industrie, parce que c'est le cas. Tu as certains programmes qui vont complètement s'y prêter. Si tu veux intégrer une nouvelle solution, par exemple pour rendre, on pourra peut-être en parler plus en détail tout à l'heure, digitaliser le processus industriel, par exemple, la gestion de la matière première dans les entrepôts pour préparer ta production, ta sortie de production, gérer mes entrepôts, mon stock de marchandises, de produits finis, semi-finis, bref. Toutes ces choses-là, demain, tu peux vouloir créer de la valeur en utilisant la force de la technologie au service des métiers. Donc ça, c'est vraiment notre cœur, la naissance qui a fait la genèse d'HRC. Et pour faire des programmes comme ça, je suis pas certain que ce soit une équipe délocalisée en Inde qui favorisera la particularité du besoin sur le site industriel où tu es. J'ai compris. Pour terminer la photographie complète d'HRC aujourd'hui en 2025, est-ce que tu as les grands chiffres, le nombre de consultants? Aujourd'hui, on a dépassé les 100 salariés en cours d'année. On se rapprochera plutôt des 110 en fin d'exercice. Le groupe fait à peu près 20 millions d'euros. D'accord, avec une grosse ambition à venir. Alors exactement, puisque notre ambition sur le BIS-Plan 24-27, c'est de devenir le leader de la digital supply chain sur SAP en France. Donc je modère bien les mots. Il y a SAP, donc c'est quand même l'outil sur lequel on enverra cette vidéo à notre ami Olivier Nolan. Olivier, si tu le regardes, voilà. Exact. Donc autour de SAP, bien entendu, mais tout en ayant une partie innovation, puisqu'on a pris la première vague, vous savez, celle qui a été avant l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Il y a un dossier. Donc, sur cette partie-là, nous, on a fait le choix aussi de monter une solution éditeur pour justement fournir des solutions de digitalisation, la mobilité au cœur des processus industriels, que ce soit la gestion de la maintenance des outils au sein des entrepôts, voire même la gestion sortie entrée de marchandises. Si je te suis bien, ça veut dire qu'en fait, il y a deux entités, quelque part. Tout à fait. Alors, tu peux nous en dire un mot vraiment, comment ça s'est scindé, tout ça? Alors là, tu veux vraiment que je rentre dans le cadre d'achat. C'est comment on en est arrivé là? 15 ans, parce que tu sais que c'est nos 15 ans. C'est bon anniversaire. Merci. On les a fêtés avec toute l'équipe et tous les salariés. C'est un moment très marrant. Donc 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait au bout de 15 ans? Donc quand on a voulu remettre le SI au service des utilisateurs dans les groupes industriels, on est parti sur le conseil. Donc j'ai rassemblé les personnes que j'avais eues dans mes rencontres précédentes, que ce soit des amis, je pense à Andreas Wiberum, qui a été un des premiers associés aujourd'hui à me rejoindre, avec qui on avait déjà eu l'occasion de collaborer sur Paris. Et puis d'autres personnes se sont greffées. Et en fait, l'histoire de cette boîte, c'est que on a consolidé des compétences pour construire des services auprès des entreprises. Super. Donc Andreas est venu plutôt avec une flip vraiment conseil SI métier. Très vite, Cyril nous a rejoint. Alors lui, avec une vision, Cyril Vernet, une vision beaucoup plus technique. Voilà. Et du coup là, on a fait la symbiose parfaite, ce qu'on appelle la technologie
au service du métier. Ok. Et donc, on a, avec l'évolution, à l'écoute des services et des attentes des utilisateurs, créé une société éditeur, donc Apps by HRC, bon commercial HRC Software aujourd'hui, en complément de la partie HRC Consulting, qui, eux, sont spécialisés dans l'édition et la distribution de solutions mobiles dans le contexte industriel. On reprend... À t'écouter, je revois cet argument publicitaire et médiatique qu'il y avait eu à l'époque SFR. Et disait, on part du client et ça change tout. Tu vois, on se réfugie pas derrière les outils, on les adapte au service vraiment de nos consommateurs. Et tu dis vrai, parce que si aujourd'hui on sent un vrai essor d'Apps by HRC sur le marché, les solutions HRC Software plaisent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été créées par les utilisateurs, pour les utilisateurs. La vérité est toujours là. Et du coup, tu vois, on est sorti très loin de ce que je te disais avant, où on externalisait les services dans des pays à low cost, on va dire, mais au détriment d'une valeur ajoutée qu'il faut créer auprès des gens qui ont le besoin sur le terrain. Il y a une approche holistique chez HRC qui diffère peut-être un peu des autres cabinets. Comment tu l'expliquerais ? Alors, la partie holistique, elle est venue du côté bicéphale, la partie technique au service du métier. Ouais. Et quand tu mets la partie technique au service du métier, même si tu t'appuies sur un cœur qui est SAP, puisque comme je dis, c'est comme le leader des ERP aujourd'hui, sur cette partie-là, nous, on a fait le choix de monter des solutions qui dépendaient pas forcément d'outils particuliers, qui étaient très généralistes. D'accord. Et l'idée, c'était vraiment de mettre le device technologique, que ce soit les premiers lecteurs code à barre, que ce soit des lunettes connectées, et toujours avec la même fibre de dire approche bicéphale, la technique au service du métier, indépendamment de l'outil et du cœur, je crée des solutions pour l'utilisateur final. C'est comme ça que le côté holistique nous a fait nous dédouaner de certains outils ou autres, mais toujours dans l'objectif de vraiment servir. Le besoin quotidien. Pour les gens qui nous regardent, effectivement, là, on parle de sujet qu'on entend, dont on parle beaucoup en ce moment, mais comment on peut être plus concret ? Est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple d'une boîte, on va dire, et nous faire son avant-après l'intervention d'HRC ? Qu'est-ce qui a changé pour eux ? Alors, sans trahir de secret industriel, bien sûr. Non, parce que c'est des choses simples, en fait. Tu sais, quand il y a des révolutions, enfin, on va pas parler de révolution, mais en tout cas des optimisations, t'as ceux qui vont avoir peur ou ceux qui vont dire il y a des opportunités. Ouais. Donc nous, imagine le comité de direction à ce moment-là qui est avec Cyril et Andreas. Cyril amène une vision technique et on parle à ce moment-là, on est en plein dans l'industrie 4.0. La digitalisation, voilà. Donc c'est bien, c'est des concepts comme l'informatique, c'est en parler ou c'est les créer. Ouais. Maintenant, c'est quoi le use case, le cas pratique qui va être à l'exemple de ça. Et je vais t'en citer sans donner de nom de société, mais des gens que l'on a accompagnés, des gens qui ont été nos early adopters, c'est-à-dire qui avaient cette vision de dire moi je vais pas développer mes solutions, il me faut des solutions qui permettent d'intégrer le device dans mon entrepôt avec les données de mon ERP pour me rendre plus efficace les mondes des gens. Alors juste, on est dans quelle corporation ? Donc là, tu es dans une industrie qui fait du médicament chimie, chimie pharma. D'accord. Donc imagine, ces sites chimiques, ils peuvent faire plusieurs hectares, parce que c'est grand, tu as l'usine, mais tu as tout ce qui est exposé à l'extérieur. Et ces sites-là, il faut qu'il y ait une gestion de la maintenance, par exemple, d'une lampe qui fonctionne plus, ou d'un appareil industriel qui est dysfonctionnant. D'accord? Donc, t'imagines avant, des gens qui faisaient des rondes d'inspection, ils partaient avec leur petit calepin le matin, ils avaient leur liste de checkpoints à faire, et ils partaient à pied sur l'ensemble du site, relever les points différents, dysfonctionnements qu'ils constataient. Aujourd'hui, dis-toi qu'ils partent avec la même tablette que tu peux avoir, que derrière, ils ont cette checklist, et qu'à chaque fois qu'ils vont sur un appareil, ils vont utiliser leur device pour scanner la pièce de l'appareil, ils vont identifier la pièce défectueuse, ils auront automatiquement les données qui sont dans son système d'information, donc qui ont été rentrées. On parle d'Internet par l'objet là ou pas ? Alors, tu peux parler d'Internet par l'objet parce que la connexion peut se faire par le Wi-Fi ou par de la 4G, 5G, voire même d'autres. Bref, ça, c'est très technique. D'accord. Il y a plein de façons de connecter. Et derrière, tu vas savoir, tiens, regarde, j'ai cette lampe qui fonctionne plus. Dans le magasin de Pierre de Rochance 18 qui se situe à 200 mètres, à deuxième étagère, yoga, elle est présente. Et d'ailleurs, il y en a plus qu'une. Il faudrait peut-être relancer un réapprovisionnement. Je le fais. Gain derrière. 35 à 40% de productivité pour tous les industriels, pour les utilisateurs. 35 à 40% de leur temps. Les gens, ils passaient leur temps à se balader. Quand ils rentraient avec leur papier le soir. C'est le chronophage.
Eh ben, carrément. Et puis, il fallait ressaisir l'information, la remettre dans l'outil. Et là, tu as tout cela de manière instantanée. Et après, D'accord. une fois que tu as cette device de connecter à ton ERP au service de ton utilisateur sur le site, tu peux imaginer plein de choses. On a déjà mis en place des lunettes connectées qui vont permettre à un responsable de maintenance d'un outil industriel à distance de faire un diagnostic sur une machine. Waouh. Le gars, il est là, il a ses lunettes, il voit la machine, il est guidé par la personne qui est en téléintervention à distance, parce que tu peux peut-être pas avoir sur tel type de machine, sur tes 5 sites industriels, une personne sur chaque site, tu as un expert central. Ouais. Et le diagnostic est fait et tu gagnes du temps. Ce gain de temps-là, du temps, du déplacement, donc tu préserves tes salariés. de la pollution, c'est vertueux, quoi. Bien sûr. Et là, ce qui a vraiment fait exploser ça, c'est, on va pas se mentir, le Covid. Encore une fois, game changer. Et c'est là où tu te rends compte des sociétés. Alors, moi, j'aurais toujours tendance à dire que en France, on n'est pas les early adopters. En revanche, la transformation et la réaction se fait avec un peu plus de temps et un accompagnement également de l'évolution des outils. Prenons l'exemple, le cas dont tu nous as parlé là, pour qu'on concrétise bien ça. Ça prend combien de temps à partir du moment où on identifie le problème, qu'on se tape dans la main avec ce chef d'entreprise et d'industrie, jusqu'à une solution finale? Il s'est passé combien de temps? Alors, très intéressant cette question, je vais te dire pourquoi. Parce que la solution software, elle est là, le cœur d'intérêt, il est là. En 48 heures, les équipes sont capables d'installer les solutions qui vont te permettre de connecter un device à SAP et à le rendre opérationnel sur le site que tu auras choisi. Donc, tu as 48 heures. C'est en informatique, quand on dit, tu as quelque chose. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur un standard SAP. Et que ces solutions, finalement, comme je te dis, quand tu rentres une palette dans un entrepôt, que tu sois chez un industriel, de l'agroalimentaire, de la pharma, de la chimie, ta palette, elle est prise par un cariste, elle est emmenée. C'est une palette qui va rentrer dans un entrepôt. Voilà. Donc, finalement, tu as beaucoup de choses qui sont conformes, homogènes, standards. Ce standard-là nous a permis de faire ces solutions et donc ce gain de temps. Tu es en train de nous dire qu'en 48 heures, on peut gagner aujourd'hui en 2025 40% de productivité en plus. Potentiellement. Sauf que faire un projet informatique, ça va dépendre après de ton organisation informatique, de la mobilisation des bonnes personnes. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et l'adoption. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, on peut constater dans certains, tu peux au bout de 2-3 mois avoir ça opérationnel en production avec des gens qui utilisent. Et ça compte dans d'autres secteurs industriels, au bout de 3 ans, t'es toujours pas arrivé. On n'a pas le bon pool de personnes en face de l'autre côté où on s'est trompé de personnes. Oui, alors après, je vais pas rentrer. C'est pour ça qu'on a encore besoin de boîtes de conseil et que même si demain le conseil il évolue, il y aura toujours besoin d'accompagner les sociétés. Je dirais que tu sais, nos métiers, c'est un métier social. Tu rentres dans une entreprise qui a ses habitudes, son organisation, ses difficultés d'échange, sa taille. C'est pas forcément aussi simple de mettre en place un outil. C'est une vraie vie sociale. Voilà. Sauf que aujourd'hui, le temps n'est pas le même que tu sois dans l'aéronautique, dans la pharma ou chez un petit industriel on va dire de moyenne entreprise industrielle. Forcément, le temps sera pas le même et la facilité de mobiliser les bonnes personnes peut être plus compliquée. Ça t'arrive d'avoir quand même des gens qui, par habitude ou par paresse intellectuelle, qui elles puissent être un petit peu au refus de ces nouvelles technologies, et surtout comment on règle ce genre de problème? L'accompagnement au changement et de conseiller aux sociétés de ne pas négliger ce plan-là, parce que ce plan-là, il est souvent oublié. Quand tu mets en place un outil, on oublie un petit peu de t'expliquer comment on va fonctionner, comment toi tu peux gagner du temps. Tu te laisses avec tes craintes et tes doutes finalement quelque part. Ouais, c'est ça. Okay. Mais ça, c'est un peu au travers de, tu vois, c'est vraiment la trame de notre boîte, de notre groupe aujourd'hui, c'est de rendre l'outil informatique au service des utilisateurs et donc d'oublier en fait tout ce qui est technologique, développement ou autre, pour vraiment aller se concentrer sur la personne qui va utiliser. Sur l'applicatif, c'est comment ça change ta vie. Et comment la personne va changer sa façon de manipuler sa palette dans l'entrepôt. C'est quoi selon toi, on profite de ton expertise aujourd'hui, mais c'est quoi selon toi les grands défis à venir là des entreprises? Alors les grands défis, c'est que aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, ça peut en être un. Moi je dis dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus, sauf que maintenant tu as de plus en plus de capacités. Donc tu imagines, tu as maintenant beaucoup plus de capacités de data. Tu as maintenant, justement, avec ces devices qu'on a emmenés tu captes de l'information.
D'accord? Tu fais ni plus ni moins que ça. Tu peux en même temps que tu vas scanner des choses, être capable de savoir combien il t'en reste en stock. Donc, en fait, ton stock, tu le fais en condition. Tu peux être prédictif, quelque part. Alors, tu peux aller vers du prédictif, tout à fait. En bref, le cœur, c'est la bataille, c'est la data. D'accord? Cette information, c'est la data. Donc, je suis en train de te dire qu'on a des calculateurs de plus en plus gros, qu'on a une maîtrise de l'information, de la data en tant que telle. Et à côté de ça, du coup, maintenant, tu vas pouvoir rentrer dans cette analyse de données pour t'aider à prendre des bonnes décisions. On parle d'analyse de données pour t'aider à prendre des... Donc, par exemple, moi, j'ai tout un exemple qui me vient, c'est la facturation électronique. Alors, elle arrive à grands pas, elle est là, ça y est. Tu comprends les cabinets d'expertise ou les patrons qui sont effrayés par ça. Est-ce qu'il faut être effrayé? Moi, je pense pas. Alors oui, ça va changer certainement le quotidien de certaines activités, de la même manière que l'intelligence artificielle va changer le métier du consultant. D'accord. Ouais. Mais elle va pas l'empêcher d'être là. Si tu prends l'exemple d'un comptable, pour moi aujourd'hui, les flux, pourquoi on en arrive là? Pourquoi aujourd'hui une société, donc on utilise une compta, tu rentres tes factures d'achat, tes factures de vente, c'est donc des flux financiers, maintenant je perçois en plus. Et donc de la data. Surtout en France, tu as de la TVA, chère à notre administration. Merci. Ouais. Eh ben oui, elle est clé, elle fait vivre beaucoup de choses. Et en gros, en prenant le cap, en forçant les flux qui rentrent et qui sortent des entreprises à passer sur des systèmes, entre guillemets, qui vont être monitorés, c'est une certaine façon aussi de mieux maîtriser ces flux d'entrée-sortie d'argent et donc la TVA qu'il y avait avec, prélèvement automatique pour éviter des tricheries dont on a pu voir. C'est aussi une meilleure maîtrise de ces entrées principales d'argent. Ok, mais non, après, le comptable qui accompagne la société, qui pourrait être le groupe HRC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer moins de temps à saisir de l'information. Donc du chronophage. Donc, puis des tâches à faible valeur ajoutée. Absolument. D'accord? Regardez une facture, prendre les montants qu'il y a dessus, libérer les choses, peu d'intérêt. Ouais. Et à côté de ça, ça va lui permettre justement peut-être d'avoir un peu plus de temps pour analyser ces datas sur une année, un exercice, voire sur plusieurs exercices. D'être un copilote de l'entreprise avec le chef d'entreprise. Et d'être force de proposition sur des axes d'amélioration. Donc, là encore, tu vas créer de la valeur pour ramener le comptable sur plus de... Intellectualiser la data pour pouvoir aider le chef d'entreprise à prendre de meilleures décisions. Voilà, donc au final, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je pense que ça sera une évolution... Comment, HRC, tu tires ton épingle du jeu là-dessus? Selon toi? Alors, sans hésiter... L'humain? Carrément. Complètement d'accord avec ça. Moi, je crois aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est les équipes avec lesquelles je travaille. Déjà, HRC, c'est une équipe. Alors, je dirais, c'est 2 équipes, mais même les 2 équipes, elles forment qu'un. Une unité familiale. La partie HRC Software, HRC Consulting, il y a énormément de synergie, il y a une vraie complémentarité, toujours dans le même sens que d'apporter de la valeur du conseil à nos clients. On a une base d'une 50aine de clients aujourd'hui dans le groupe, après 15 ans d'existence. On peut se targuer d'avoir perdu très peu de clients. Et en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui caractérise, même si on court après plus... on va maintenir encore cette année près de 20% de croissance. Donc, tu imagines que cette taille d'équipe, j'aime dire, j'étais tout seul en 2010, d'accord? On est plus de 100 aujourd'hui en 2015. Tu gardes une certaine proximité ou tu peux plus, ça y est? Alors, j'essaye. Maintenant, c'est comme tout. C'est très compliqué. Tu relayes, par contre, si tu veux, je triche pas, quoi. L'échange, il est là, et je souhaite le garder, le favoriser, justement. C'est toujours un peu, c'est un peu ta famille, hein, d'une certaine. Après, c'est des termes qui peuvent être un petit peu galvaudés, voilà, mais c'est pas chez nous. Le recrutement, il se fait vraiment indépendamment des missions ou des projets que l'on a. On construit une équipe, d'accord. Et de plus en plus, on organise, on accompagne notre taille, notre croissance, justement en organisant les équipes autour de centres d'intérêt communs. Vu qu'on est dans la digital supply chain, notre choix, il a été fait non pas par rapport, dans une société comme la nôtre, soit tu choisis tes clients, tes secteurs, soit tu choisis tes domaines de compétences. Nous, on a choisi le domaine des compétences. D'accord? Des gens qui vont être spécialisés sur tout ce qui est la gestion de l'entrepôt, ils vont être assemblés, ils vont être animés autour de ces sujets-là, sur la veille technologique, sur la formation, sur l'innovation, la recherche, les recherches-développement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Donc, on les anime au travers de cela. Donc, du coup, ça te fait des équipes dans l'équipe. D'accord? Mais quand tu fais un projet, eh bien, en fait, tu vas faire ta dream team au sein de toute ton équipe.
D'accord? Et le plaisir dans tout ça, pour répondre directement à ta question, c'est vraiment ces gestion des hommes, recruter, travailler avec les meilleurs et surtout développer des compétences. Alors, je te suis 100% d'accord avec toi. Recruter, tu l'as dit, c'est important et c'est très dur. Il y a peut-être plus important. Comment on les garde, ces gens-là? Le leitmotiv fait avec la première personne qui m'a rejoint dans l'entreprise. Donc on parle de 2010, ouais, 2010. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je voulais faire du conseil avec un business plan défini pour adresser les solutions dont je te parlais. Ouais. Et ben j'ai été recruter une personne qui sortait d'une formation management RH. Donc Laura Zita, qui est une des premières personnes qui a rejoint la société. Laura. Voilà, fidèle au poste, toujours présente, qui, elle, a vraiment suivi l'évolution de la société en mettant les RH au cœur du dispositif, au cœur du réacteur. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est organisé de 3 axes. On l'a co-organisé de 3 axes. On l'a enrichi avec une équipe maintenant de près de 5 personnes qui travaillent uniquement sur les RH, avec un leitmotiv qui était le leitmotiv de 2025 et qui est celui continu. Comment on fait pour mieux développer les compétences? Donc tout ça, ça s'entretient. Ouais. Et nous, notre leitmotiv, c'est les plus vieux qui transmettent aux juniors. Ah, la transmission. Ah, carrément. Complètement. Le développement des compétences. Et si Laura était là, elle te dira les 3 axes forts de notre politique RH, c'est recruter, intégrer, fidéliser. Laura, elle est un peu avec nous. Becca. et dans ce cadre-là, après, ta question, c'était comment on fait pour fidéliser les gens? Il n'y a pas de recette miracle. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut être, je pense, sincère dans la relation. Donner du sens à ce qu'ils font. Tracer leur donner du sens, puis leur dire, moi j'ai toujours expliqué HRC comme étant une aire de jeu. Moi, mon job, c'est d'amener l'aire de jeu. Donc quand je dis l'aire de jeu, c'est trouver les clients, à fournir les outils et les méthodes pour que chacun puisse se faire sa propre carrière dans l'évolution qu'il va faire. Les filières informatiques aujourd'hui, il y en a plein. Gérer un PC, une tablette, le connecter, sécuriser la connexion de la tablette, c'est plein de filières et de métiers différents. D'accord? Et puis, quand tu fais un projet, comme on a fait chez de grands industriels du bâtiment ou du verre, quand tu fais des projets sur 2-3 ans de plusieurs millions d'euros, tu vas avoir des équipes de 15-20 personnes, il faut la structurer, l'organiser, quelqu'un qui va plus être centré sur la qualité, le delivery, et d'autres qui vont être plus experts. En fait, ce que tu fais, toi, c'est que tu gères une équipe pour un projet donné. Eh bien, quand tu arrives à garder ça dans ta développement de compétences, et en gardant une proximité, on est je suis un fidèle des séminaires d'entreprise où tu vas mixer l'intégration avec le côté amical, créer ces liens-là. Voilà, c'est des choses que j'ai préservées, que j'ai appris du Nilong, j'ai rien inventé. Tu les as amenés dans ta valise. Complètement. Et c'est des outils qui fonctionnent encore aujourd'hui plus que jamais. Cap vers les 40 millions. Ta feuille de route, comment tu fais pour y arriver? Nous ne ferons pas que de la croissance opérationnelle. On fera de la croissance externe pour accompagner le développement de cette fameuse équipe. Il y a des choses dans les tubes déjà? Oui, il y a, je vais te donner même la primeur d'un événement qui s'est finalisé à la fin de ce premier semestre avec un partenaire qui nous accompagnait depuis belle lurette, Assist Evolution, spécialiste dans tout ce qui est GMAO et OT. Alors là, tu es dans la production même des entreprises et la maintenance de l'outil industriel. Donc, on est entré dans leur capital depuis juin et là, on travaille à avoir une vraie convergence de nos structures. Donc, tu vois, ça fait une équipe d'une trentaine de consultants qui fait un peu moins de 3 millions d'euros. Voilà, le but, c'est de faire 1 + 1 = 3. Maintenant, à nous de travailler pour créer de la valeur supplémentaire. Dit autrement, comment on fera 40? On devra accélérer notre croissance en faisant un petit peu de croissance externe et en complétant notre catalogue de services parce que on est loin de couvrir l'ensemble des activités qui concernent la digital supply chain sur SAP. Il reste 2-3 trucs à faire. Ok. Voilà. On arrive bientôt. Franchement, on en parlerait pendant des heures avec toi. Tu le rends accessible. C'est vrai. C'est ce qui est rare dans ce métier-là. Que tu penses que je suis passionné vers mon métier? C'est rien de le dire. Quelques petites questions en vrac. Est-ce qu'un jour, un plus âgé, tu parlais beaucoup de transmission des plus anciens vers les plus jeunes. Est-ce qu'il y a un ancien ou une ancienne d'ailleurs qui t'a donné un bon conseil pro, qui te sert encore aujourd'hui? Écoute, je vais te surprendre parce que je vais pas retenir le conseil pro. D'accord. Il y a des personnes qui m'ont, des managers que j'ai croisés, qui m'ont tellement, allez, je vais mettre un terme affectif dans l'activité professionnelle, qui m'ont blessé.
Ah ouais? qui, tu vois, en gros, me laissait entendre que je pourrais jamais être manager. Ah ok. Ah ouais. Que je n'avais pas forcément les compétences Ah oui, donc associées à ma fonction. Et c'est vers eux aujourd'hui que je me retourne et en souriant, ouais. d'accord. Merci les gars. Merci de m'avoir donné envie de passer ce cut et de me dire finalement, je vais être entrepreneur et je vais monter mon équipe pour porter des valeurs communes. Trop bien. Donc voilà, tu vois, je le prends. Tu le prendras à l'envers. Si tu n'étais pas patron et dans le conseil, que tu vraiment complètement différent, tu serais quoi dans la vie? Attends, la vraie réponse, hein, le truc qui te fait rêver de quand t'étais môme, quoi. Alors, quand j'étais môme, je faisais du football. Footballeur professionnel. Depuis que j'ai monté HRC, ça va faire donc 2010, hein, ça doit faire donc maintenant plus de 13 ans que je suis partenaire du Loup Rugby. Et j'en suis fier d'accompagner cette équipe donc de ma ville, alors même. Ouais. J'oublie pas, hein, je suis du 42. J'avais compris. D'accord. Donc je suis pas en train de te dire que je vais au Groupama Stadium. Je te parle de Gerland. Hein. Ok. Et donc dans ce cadre-là, tu vois, je pense que si j'étais étudiant, j'aurais pris cette filière du STAPS, comme on disait avant, mais pas centré sur le physique en tant que tel, le sport, mais plutôt toute l'économie autour du sport. Ah ok, travailler dans le monde du sport. Exactement. Okay. Et tu vois, je me dis, être patron d'un club comme le Loup Rugby aujourd'hui, génial. Je pense que j'aurais un kiff, ouais. Ça me permettrait de lier un petit peu ce contact sportif qui est très émotionnellement fort, hein, tu le doutes. Ouais. Quand tu vois encore la victoire de ce week-end contre le Stade Français. Pardon, excuse-moi. Je vois que... Voilà, donc tout ça, tu vois, j'aurais aimé essayer de lier les deux. Et dernière question pour moi. Un mot ou une image pour définir HRC dans 10 ans dans tes rêves les plus fous. Préserver l'aspect humain de la boîte de conseil que l'on... Tant bien que mal, garder ce côté un peu familial humain. Comment tu peux grandir sans grossir? Non mais ça, c'est une question fou. Voilà. Eh bien, écoute, j'aimerais ça. C'est-à-dire que pour faire de plus en plus de projets, donc il faudrait continuer de grandir pour pouvoir faire ça, mais il faut arriver à préserver le contact humain avec tes équipes pour arriver à garder cette osmose et les RH toujours au centre avec cette volonté d'intégrer, de fidéliser. Hervé, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. C'est vrai? Ouais. Tu sais quoi, moi aussi, Olivier. Ouais, c'est chouette. On se redit rendez-vous dans 10 ans? Ouais, carrément. Déjà, 40 millions, hein, moi, ça fait ça. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton expertise. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les infos autour de cette vidéo pour aller prendre contact. Pourquoi pas, si ça peut vous intéresser. Et puis, peut-être contacter ces équipes pour avec plaisir. Prendre de l'info. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, bien vous tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.